Je vais maintenant inviter Bernard Leroy à me rejoindre. Bernard Leroy qui est ingénieur technicien dans un EPTB, le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, donc qui gère le fleuve Garonne. Oui, bonjour à tous et désolé pour le petit retard là. Je viens de Toulouse. Donc effectivement, donc je m'appelle Bernard Leroy, donc je suis chef de projet au syndicat d'études et d'aménagement du fleuve Garonne, le SMEAG, qui est effectivement un établissement public qui gère le fleuve Garonne et qui est composé des 4 départements riverains du fleuve et des 2 régions riveraines du fleuve. Donc on intervient sur toutes les composantes de ce fleuve, que ce soit les composantes biodiversité, on est opérateur Natura 2000, on est aussi porteur de schémas d'aménagement de gestion des eaux, et puis on intervient, et ça c'est plutôt mon domaine, dans la gestion donc, des étiages du fleuve Garonne. Donc sur cette illustration, vous avez donc, sur la gauche donc, la carte du bassin de la Garonne, qui a la particularité d'être toujours alimenté par 2 grands massifs, qui sont donc le massif central avec les rivières Lot et Tarn, et puis le massif pyrénéen avec des sources de la Garonne en Garonne espagnole. Et c'est un fleuve qui fait 500 km de long, qui débouche effectivement à Bordeaux, dans l'estuaire de la Gironde. Donc une particularité, c'est qu'on peut dire que ce fleuve, en 60 ans, a perdu 50% de ses débits en période d'étiage. Entre les années 60 et les années 2020, on a perdu à peu près 50% des débits en période d'étiage, c'est-à-dire sur juillet, août, septembre, octobre. Et tous les travaux de prospective tablent sur une baisse à nouveau de entre 10 et 30% des débits naturels du fleuve, donc en lien avec le changement climatique. Donc pour essayer d'accompagner cela, donc on met en place nous des outils de planification et de programmation, notamment donc, vous voyez apparaître le plan de gestion d'étiage de la vallée de la Garonne et du bassin d'Ariège, et on met en œuvre des actions extrêmement concrètes, donc 29 mesures, donc 42 mesures, 29 projets en faveur des étiages du fleuve Garonne pour accompagner donc ce fleuve dans sa mutation en lien avec la baisse des débits naturels du changement climatique. Donc c'est un projet, le plan de gestion d'étiage qui a redémarré, donc qui a démarré en 2018 et qui s'inscrit sur les 10 ans qui viennent. Donc dans ce plan de gestion d'étiage, donc il y a une panoplie d'actions, il y a une dizaine de maîtres d'ouvrage et essayons tous d'agir de façon, agir ensemble pour d'essayer d'éviter donc les conflits entre usages autour de la ressource en eau en étiage. Donc les usages sont l'agriculture, l'industrie, la fabrication d'eau potable et l'eau nécessaire, bien entendu, au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Et cet écosystème aquatique est encore extrêmement riche et diversifié. Alors c'est vrai que dans nos opérations phares, on a notamment ce qu'on appelle le soutien d'étiage, c'est-à-dire les réalimentations en eau du fleuve qui permettent d'éviter donc les conflits entre usagers. Il faut savoir que sur Toulouse, donc en haut du bassin, en été, 50% du débit de la Garonne dans la tracée de Toulouse, c'est des débits artificiels puisqu'ils sont lâchés à partir d'une dizaine de barrages dans les Pyrénées ou dans le massif, sur le bassin du Tarn. Donc sur l'Ariège, sur la Garonne amont ou sur la rivière Tarn. La particularité de ce fleuve, justement, par rapport à tout ça, au contraire des fleuves Loire et Seine, qui ont des grandes retenues structurantes de soutien d'étiage, dédiées au soutien d'étiage. Sur la Garonne, il n'y a pas de grandes retenues structurantes. Donc nous sommes obligés d'utiliser des barrages hydroélectriques existants qui n'ont pas une vocation première de faire un soutien d'étiage en été, mais plutôt de faire du courant en hiver. Donc là, il y a 2 missions de service public qui peuvent se poser. C'est celle autour de ces aménagements hydroélectriques. Donc c'est celle qui consiste à faire du courant avec l'énergie hydraulique en hiver. Et notre mission de service public est faire du soutien d'étiage, donc remonter les débits en période estivale et automnale. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui,
Merci pour la présentation. Vous avez parlé des différents usages, donc il y a différents usagers. Et je voulais savoir comment vous travaillez avec ces différents usagers pour établir le plan de gestion. Donc on a différentes commissions de suivi des différents projets, des 29 projets. Et ces projets, donc ça coûte à peu près 5 millions d'euros par an, à peu près. Voilà le budget. Et dans ce budget, les usagers sont des redevables au SMEAG. Pour le service que l'on rend vis-à-vis de la Garonne et aux activités, en fait, on perçoit auprès de ces usagers, donc il y a 25 industriels, 30 collectivités d'eau potable, 900 000 habitants et 750 irrigants. On prélève donc une redevance pour services rendus qui permet de financer l'investissement, le fonctionnement de ce programme sur 10 ans. Donc après, les relations qu'on a avec les usagers se font aussi au travers des autres comités de coordination, de suivi qu'on a, puisque sur le territoire, on a un projet, sur l'aire du PGE Garonne-Ariège, il y a un projet de territoire notamment, avec des panels citoyens, là qui ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage du SMEAG, mais du département de la Haute-Garonne. Mais comme je disais tout à l'heure, là sur ce territoire, il y a une dizaine de commissions locales de l'eau de différents sages aussi. Alors sur les usagers, donc on a une centrale nucléaire, on a de la chimie, on a la papeterie, on a les 4e et 5e villes de France, Toulouse et Bordeaux, et environ 750 à 800 irrigants, pour 70 000 hectares irrigués, hors Rivière-Lot et hors Rivière-Tarn. Et on a de multiples partenariats avec donc des bureaux d'études ou avec des universités. Et sur l'aspect sociétal, donc on a notamment des conventions avec l'université de Toulouse-Jean Jaurès au niveau du département de sociologie qui font chaque année travailler les étudiants d'un master pour essayer de mieux comprendre quelles sont les attentes finalement des populations riveraines du fleuve. D'autres questions? J'ai vu que... Oui, excusez-moi. Vous avez évoqué un conflit d'usage entre le besoin d'énergie et la nécessité de gérer l'étiage. Comment est arbitré le conflit et en fonction de quels critères et dans quelle structure de gouvernance? Alors, donc aujourd'hui, en fait, c'est tous les aménagements hydroélectriques de ce bassin, quasiment, enfin la grande majorité, c'est des concessions hydroélectriques avec un concédant qui est l'État. Donc le préfet coordonnateur du bassin, qui est le préfet de la région Occitanie. Donc nous, on passe des conventions de coopération entre le SMEAG et l'État concédant avec son concessionnaire. Et c'est dans le cadre de ces contrats de coopération, finalement, qu'on règle ces problèmes de double fonction au niveau des ouvrages. Après, l'État nous oblige à indemniser son opérateur qui est industriel, qui est EDF. Donc là, c'est le ministère de la Transition écologique qui fixe les règles de calcul concernant le montant des indemnités que l'on doit. Et le montant de ces indemnités vont de 2 à 4 millions d'euros par an pour faire du soutien d'étiage. Ça, calculé sur les euros, ça on sait faire. Est-ce que vous avez des critères, des indicateurs précis sur le besoin d'énergie ou des indicateurs qui mesureraient en fait la nécessité d'un certain étiage? Alors, oui, au niveau du fleuve, donc il y a ce qu'on appelle un réseau de stations de mesure de débit. Qui est géré par les DREAL. Donc nous observons du 1er juillet au 31 octobre donc, comment évoluent ces débits. Et dès que ces débits passent sous un certain seuil, en fait, on déclenche donc ces réalimentations en eau de soutien d'étiage. Mais on utilise une dizaine d'ouvrages à peu près hydroélectriques. Et sur la partie ariégeoise du bassin, on peut considérer que notre action en juillet, août, septembre, octobre mobilise 80% de la capacité utile des ouvrages et quasiment 100% des capacités des turbines hydroélectriques. Donc on a effectivement une action qui peut rentrer en conflit avec l'autre mission de service public qui est faire du courant. Et c'est à ce titre-là qu'on indemnise l'opérateur, le concessionnaire de l'État. Oui. Alors je pensais à Denis en premier et juste après. Merci Denis Salle.
Merci Bernard pour cette présentation. Donc on voit bien le défi que ça représente. Benoît Sautour a commencé tout ce matin en disant se préparer à vivre dans un monde différent. C'est les moins de 32%, moins de 13 à 32% qui sont affichés là, sont bien le signe qu'il y a des changements majeurs dans les conditions de vie, notamment sur ce fleuve. Ce que je voulais savoir, c'est dont tu as parlé des aspects de compensation qui ne sont certainement pas à la hauteur du déficit qui s'annonce. On peut compenser un petit peu avec du soutien d'étiage, mais ça ne compensera jamais la totalité des besoins. Donc je voulais savoir, dans le plan de gestion des étiages, finalement, le rôle, c'est de savoir ce à quoi on tient et ce à quoi on est prêt à renoncer. Et j'imagine qu'il y a des arbitrages qui se font là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ce à quoi on tient et de ce à quoi on est prêt à renoncer, qui sont inclus dans ce plan de gestion des étiages? Oui, c'est assez délicat. Si on prend par exemple la Garonne à Toulouse, la réglementation fixe un débit nécessaire pour éviter les conflits entre usagers et permettre le bon fonctionnement, qui est, je vais vous donner un chiffre, de 50 mètres cubes par seconde. Ça, c'est la réglementation qui fixe. Il faut 50 mètres cubes par seconde pour qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, en 2022, dans les faits, lorsque nous, on n'agit pas, la nature donne 30 mètres cubes par seconde à Toulouse. Donc on n'atteint pas du tout l'objectif réglementaire qui semble aujourd'hui un peu surdimensionné par rapport à la capacité du Massif central et des Pyrénées et de sa neige et de sa glace qui font à apporter en débit naturel au fleuve. Donc l'objectif est de 50. Donc ça, c'est géré par des arbitrages au niveau ce qu'on appelle les comités de bassin, les parlements locaux de l'eau. Objectif 50. La réalité, quand la sécheresse survient, c'est qu'on a 30. Et nous, avec nos lâchers d'eau, on arrive à remonter ce débit à 40 mètres cubes par seconde. Donc on fait la moitié du chemin. Mais nous, on vit depuis 20 ans avec le changement climatique. Ça fait 20 ans qu'on l'observe. Ça fait 20 ans qu'on regarde comment s'érodent les débits naturels indépendamment de toute activité humaine. Que ce soit de barrages, de débits réservés, de consommation agricole. On voit effectivement que le dernier glacier qui alimentait la Garonne fond, les 2 derniers glaciers fondent. Que cette année, par exemple, il y a eu beaucoup de neige, c'était exceptionnel, mais il a fait tellement chaud en mai-juin que la neige a fondu en 10 jours, alors qu'avant, elle pouvait mettre 2 mois pour fondre, donc ça a fondu très vite. Et quand il ne pleut pas ou qu'il fait sec comme en ce moment, avec des vents chauds, effectivement, tout s'évapore. Voilà, donc c'est un grand chantier de redéfinir pour les années 2030, 2040, 2050, quelles seront nos ambitions collectives en termes de débit que l'on souhaite dans le futur pour ce fleuve Garonne. Tous les hydrologues dans les années 60 pensaient que jamais le fleuve Garonne à Toulouse passerait en dessous de la barre des 60 mètres cubes par seconde. Aucun hydrologue ne pensait que ça pouvait arriver. Aujourd'hui, je vous dis, on n'est plus à 60 quand la sécheresse est là, on est à 30 mètres cubes par seconde. Après, derrière, il y a des impacts. Il y a des impacts de cette situation. L'impact le plus terrible, c'est sur la biodiversité, bien entendu. Donc, mais ça, il va falloir effectivement que ce soit nous, humains, ou que ce soit les végétaux ou les animaux, il va falloir, on va être contraints à s'adapter à ce nouveau climat sur le fleuve Garonne. Alors, on a quand même des projets un peu innovants en la matière. C'est, comme par exemple, un des grands oubliés de ce bassin versant, c'était la gestion des eaux souterraines. Une des meilleures façons de lutter contre le changement climatique sur un fleuve comme la Garonne, c'est de permettre, aux nappes d'eau souterraines qui accompagnent les débits d'étiage du fleuve d'avoir beaucoup d'eau. Donc les hivers où il y a une mauvaise recharge de ces nappes d'accompagnement du fleuve Garonne, qui apportent 80% des débits quand il neige plus et quand il pleut plus. Donc on a des projets qui permettent de réalimenter en eau donc ces nappes d'eau souterraines, qui sont des infrastructures naturelles souterraines qui peuvent avoir des rabattements de la nappe de plusieurs mètres quand elles se sont mal rechargées. Donc on a des projets en Haute-Garonne comme en Lot-et-Garonne. Et en Lot-et-Garonne, c'est le projet Ramage, donc de recharge annuelle et de maintien alluvial, qui consiste à prendre de l'eau de la fonte des neiges du fleuve Garonne et de la répartir dans des linéaires et dans des surfaces en hectares suffisantes pour permettre à cette eau de rentrer gravitairement dans les nappes d'eau souterraines, de reconstituer un stock d'eau souterraine important et de revenir après tranquillement en 1 mois, 2 mois, 3 mois au fleuve Garonne sur 50, 100 km avec une eau
qui est thermiquement tempéré, puisque les eaux souterraines sont à 14 ou 15 degrés, alors que la température du fleuve Garonne en mois d'août, elle peut monter à plus de 35 degrés. Hein, donc pour le futur, cette grande composante finalement du cycle hydrologique du fleuve Garonne, qui était la relation entre les eaux souterraines et les eaux superficielles, qui avait été oubliée, je pense que c'est ça qui pourra dans l'avenir un peu sauvegarder cet écosystème. Hein. Il y avait une dernière question. Oui, merci pour votre présentation. Pour confirmer l'étiage, c'est le débit minimum. Hein, parce que je pense que tout le monde n'est pas hydrologue. Le terme étiage, c'est le débit minimum. L'étiage, c'est la période de débit pendant laquelle le débit des rivières est le plus bas. Après, ça dépend des secteurs. À Toulouse, l'étiage, c'est en septembre-octobre. Ici, c'est plutôt au mois d'août. Et donc, après, le débit d'objectif d'étiage, c'est le débit réglementaire qu'il faudrait pour que tout se passe bien. En dessous, vous avez un débit de crise, celui-là qu'il ne faut jamais atteindre, parce que si on l'atteint, après, il y a des risques pour l'alimentation des populations et de la mortalité aussi de poissons, etc. Donc, vous voyez, la notion d'étiage est différente en fonction du type de rivière. Et après, dans ces étiages-là, la réglementation fixe des objectifs et des débits de crise à jamais franchir. Donc aujourd'hui, nous, on se situe entre la crise et l'objectif. On est à peu près entre les deux. Mais il faut effectivement agir et il y a plein de solutions, d'actions très concrètes. Et c'est ce qu'on fait. Nous, en fait, notre soutien d'étiage, qu'est-ce qu'on fait ? On fait simplement depuis 20 ans que limiter l'érosion des débits naturels dus au changement climatique. On fait que compenser ce phénomène. Il y a 25 ans, personne n'en parlait. Nous, on voyait qu'il y avait des phénomènes, on faisait soutien d'étiage, mais maintenant on sait en fait que nos réalimentations font que limiter l'érosion des débits naturels du fleuve Garonne qui est liée au changement climatique. Justement, vous avez évoqué différentes solutions pour alimenter la Garonne, des solutions douces, mais aussi des solutions, vous utilisez des centrales hydroélectriques, enfin l'eau des centrales. Est-ce que vous avez observé un impact sur la biodiversité, les écosystèmes, de ce relargage massif, entre guillemets, de cette eau ? Sur les torrents de Pyrénées, en fait, l'impact a été noté à la construction des barrages dans les années 50, 60, 70. Maintenant, donc ces barrages en fait, qui stockent de l'eau en été dans des vallées où il n'y aurait pas d'eau, normalement, s'il n'y avait pas ces barrages, ces retenues d'eau d'altitude, c'est des lacs qui sont entre 1500 et 2500 mètres d'altitude de montagne. Donc l'impact a été créé par la création de ces digues et ces barrages il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Et maintenant, on profite plutôt finalement de ce transfert d'eau, c'est-à-dire ce stock d'eau de fond des neiges dans ces barrages qui est là en été et en automne, et on libère cette eau. Et on libère cette eau par des conduites et par des usines qui existent. Donc après, à l'aval de ces usines-là, quand on fait un soutien d'étiage, l'opérateur n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle des variations brusques de débit. Il est obligé de lisser ces débits de façon... les lisser sur 24 heures pour qu'il n'y ait pas d'impact de type éclusé. Voilà. Et après, très rapidement, au bout de quelques kilomètres, cette température de l'eau dans les barrages qui est autour de 12 degrés, quand elle arrive après dans ces cours d'eau qui sont autour de 16 degrés, donc il peut avoir un impact thermique. Et après, la turbulence dans la rivière, c'est des cours d'eau de montagne, fait que la température finalement de l'eau atteint celle de l'air. Donc très rapidement, il n'y a plus d'impact thermique, si vous voulez. Mais surtout, il n'y a pas d'impact en termes d'éclusée, variation brusque de débit, en été et en automne. Merci.